Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Amine pose des questions et aujourd'hui, on va dans un domaine où on n'a pas l'habitude d'aller pour l'instant dans cette émission, c'est le monde de l'entrepreneuriat. On a la chance d'avoir avec nous Jean-Christophe. JC, comment tu vas? Super bien, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Écoute, je suis très content de t'avoir parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines. Tu as un parcours incroyable. On a eu l'occasion de faire d'autres podcasts ensemble avec Marvin Ndiaye, un ami à nous. Euh, Vous allez voir, le parcours de JC est fou. Pour teaser un peu, parce que je sais que vous aimez ça, il a été milliardaire à 24 ans, SDF à 25 ans. Il a vécu une vie folle. Il est passé de zéro à tout, puis de zéro, puis il s'est reconstruit totalement et aujourd'hui, il gère une entreprise de plus de 650 employés, basée ici en Belgique, mais aussi partout dans le monde. Et on est où ici aujourd'hui? Ici, donc, on est dans les bureaux de Humanity Belgique à Bruxelles, parce qu'on a aussi des bureaux à Anvers. Comme tu disais, on est aussi présent à Lille, à Paris, au Luxembourg, en Hollande, au Maroc. Et également, on intervient aussi sur une dizaine d'autres pays. Donc, en général, voilà, je bouge beaucoup, mais ici, on est principalement dans notre headquarter belge. Tu es souvent en Belgique? Toi, tu habites en Belgique maintenant? Moi, j'habite en Belgique et je passe à peu près un quart de mon temps à Bruxelles, où j'ai mes enfants qui vivent ici. Je fais aussi un quart à Paris. Et ensuite, je fais la moitié de mon temps à l'étranger en général. Je fais 2 à 4 pays par semaine. Donc, en général, voilà un peu comment ça bouge, quoi. Et c'est où qu'a démarré ta petite vie? Ma petite vie, j'ai démarré dans un petit village à côté de Marseille, à 20 minutes de Marseille, un petit village de 7, 8, 9 000 habitants. Et après, je suis allé sur Marseille. Après, j'ai continué Montpellier, Paris, New York. T'as vraiment démarré de zéro? J'ai démarré, on va dire, même moins que zéro, quoi. Donc ouais, quand j'ai démarré au tout début, déjà, j'ai commencé mes premiers business à dos, où j'ai commencé à faire mes premiers sets où je mixais, je gagnais un peu d'argent. Après, j'ai commencé à organiser des soirées aussi. Quand j'étais ado, et après progressivement j'ai continué, j'ai fait des stages, j'ai multiplié les jobs, j'ai été aussi serveur. Après j'ai enchaîné, premier stage à la bourse à Paris, et après en finance à New York, et ainsi de suite, quoi. C'était une de tes passions et c'est toujours une de tes passions, hein, DJ. DJ, ça fait 34 ans que je mixe, ouais. Donc c'était une passion. Au début, j'ai découvert ça à Ibiza quand j'avais 14 ans. La house 14 ans techno. à Ibiza? J'avais 14 ans, ouais. Comment ça se fait? Explique-moi. En fait, je suis arrivé à Ibiza, j'avais 14 ans avec mes parents, et puis il se trouve que là-bas, j'ai rencontré un Belge qui m'a fait découvrir la house. Du coup, d'abord, c'était une époque où il y avait les Walkman, hein. Je sais pas si J'ai pas connu, mais j'ai vu en photo. Donc les Walkman, d'abord, c'était avec des cassettes. Après, c'était avec des CD. Et c'était comme ça qu'on écoutait d'abord la musique dans la voiture. On écoutait la musique après de manière quand on marchait et tout ça. Mais ça, c'était déjà une révolution. Là, on parle du début des années 80, milieu des années 80. Et ensuite, j'ai découvert justement mon premier club à 14 ans à Ibiza. Et là, j'ai basculé. Je suis revenu quelques semaines après à Marseille, et j'ai dit OK, je veux mixer je veux écouter cette musique. Et en fait, ces musiques-là ne passaient pas à la radio. La house n'existait pas. Et du coup, je me suis dit, le seul moyen d'écouter, c'était d'acheter des vinyles. Et le seul moyen d'écouter ces vinyles, c'était d'avoir des platines vinyles pour les écouter. Mais pour les écouter, il fallait aussi des enceintes. Il fallait aussi un ampli. Et du coup, de fil en aiguille, il a fallu que j'achète tout ça pour écouter les musiques que j'aimais. Et de fil en aiguille, après, il faut juste en acheter une deuxième de platine, et là, tu commences à mixer. Et tu commences à mixer d'abord pour toi, et après tu mixes pour tes amis. Et après, comme ça, j'ai commencé, première soirée, avec 8 personnes, 10 personnes, 20 personnes. Au début, je faisais pas payer. Et après, je me suis dit, ce serait cool que je fasse payer pour rentabiliser ce que j'ai acheté et acheter plus de matos. Et là, j'ai commencé après à organiser des soirées à 30, à 50, à 100, et puis après à 1000 personnes. Et ces soirées-là m'ont permis aussi de gagner de l'argent, mes premiers argent de poche, et puis de fil en aiguille, d'acheter plus de matériel, après de voyager, et après de financer une partie de mes études. Et comme ça, de fil en aiguille, ça a été mon premier job, on va dire, de petit entrepreneur, entre guillemets, ou en tout cas d'apprenti entrepreneur, de créer mes soirées, mes line-up, tout le marketing qui va derrière. À l'époque, il n'y avait pas Internet, ça n'existait pas dans les années 80.
et début des années 90. Donc, il a fallu justement créer à l'époque des flyers, toute la direction artistique. Et en fait, tu te crées ta petite entreprise d'achat, de vente de matériel. Et comme ça, après, eh bien, voilà, on va dire, c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. Incroyable. Donc ça, c'est ton début avec ta passion, mais c'est aussi ton début dans le monde de l'entrepreneuriat au final. C'est à la fois ma passion, l'entrepreneuriat, et depuis, en fait, je continue d'écouter toujours les mêmes musiques de house. D'ailleurs, il y a beaucoup de reprises. Entre-temps, oui, j'ai mixé dans beaucoup de clubs à un moment, mais sans que ce soit pro, hein, parce qu'à côté, j'ai toujours favorisé mes autres business, mais j'ai toujours mixé, je continue, et en même temps, j'ai continué l'entrepreneuriat et j'ai aussi créé un label aussi il y a quelques années avec un ami où on a lancé quelques morceaux, etc. avec un copain DJ qui s'appelle Moxo. Ça fait à peu près 4 ans depuis le Covid, quasiment qu'on a lancé nos premiers tracks et là maintenant on a basculé aussi où on vient de lancer il y a quelques semaines une agence d'événementiel de nuit aussi en parallèle où notamment on commence à organiser c'est l'objectif en 2024 d'organiser des festivals. On vient de prendre une péniche justement à Paris pour organiser de l'événementiel aussi, des soirées, voilà. Donc même si j'aimais déjà ça dans les années 90, les années 90, on va dire que quand j'étais ado, j'ai gardé cette passion et je continue de développer toujours à côté de mes business principaux aussi des activités comme celle-là. Donc à tes 16, 17 ans, voilà, tu étais à fond dans le DJ, etc. Tu as tes études à côté et tu décides de partir aux États-Unis. Ça, c'est vraiment un moment dans ta vie. Je crois que ça a changé énormément de choses. Ah, ça a changé. En fait, déjà, j'arrive à partir aux États-Unis. Déjà, les États-Unis, c'était un peu mon rêve. À cette époque-là, rares étaient les personnes qui voyageaient et qui voyageaient aussi loin. Hein. Aujourd'hui, c'est facile. On part, on va à New York en vacances, 1 semaine, 2 semaines. J'étais encore il y a pas longtemps. Il y a des milliers de Français. On entend parler français tout le temps. À l'époque, on n'entendait pas parler français. Je sais que sur toute mon école, à partir aux États-Unis, ça devait se compter sur les doigts d'une main, hein, à l'époque, sur une promo de 300 ou 400 personnes. À l'époque, il y en avait qui partaient, mais c'était assez rare. Et c'est pas comme aujourd'hui. Et, déjà, c'était rare de trouver un job. Il n'y avait pas les sites internet de job, étudiants, stagiaires, ça n'existait pas. Mais pour moi, c'était mon rêve. Et du coup, j'ai longtemps cherché par quel biais y arriver. Et c'est vrai que les États-Unis, c'est quand même la finance. Donc, il fallait rentrer par la finance. Et mon rêve, c'était vraiment de découvrir aussi Wall Street, la finance. J'avais vu le film Wall Street et je m'endormais le soir avec, j'ai dû voir, mais peut-être le film Wall Street avec Michael Douglas. J'ai dû le voir, sans mentir, peut-être 200 fois. C'est-à-dire que le soir, pour m'endormir. 200 fois, vraiment? En fait, il y a quelque chose qui est important, c'est la visualisation. Ouais. Et à l'époque, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on le dit, c'est facile. Dire, je visualise ma réussite. Mais à l'époque, il faut se dire que c'était une période où il n'y avait pas d'entrepreneurs en France, en Europe, c'était très rare. Les seuls entrepreneurs s'appelaient Berlusconi en Italie, Tapi en France, et encore, on était sur la phase descendante de Tapi, où il était plus en prison que ce qu'il était sur les plateaux télé. Richard Branson qui avait créé Virgin en Angleterre et en Australie, c'était rare. Les autres, il n'y avait pas d'entrepreneurs, on ne devenait pas entrepreneurs. Il y avait quelques petites entreprises, des PME, il y en avait quelques-unes, et des TPE, des très petites entreprises, mais il n'y avait pas de grandes entreprises qui avaient été lancées par des entrepreneurs. Il y avait des grandes entreprises qui fonctionnaient bien, de père en fils, qui marchaient, mais par contre, des entreprises pilotées par des entrepreneurs et créées, et des success stories, ça n'existait pas. Les seuls qu'on voyait qui avaient des success stories, c'était les traders, c'était les financiers. Et moi, il se trouve que très vite, j'ai été bercé lorsque j'ai vu au cinéma le film Wall Street. Je sais plus la date exacte, mais ça devait être la fin des années 80, début 90. Mais je me suis dit, mais waouh, mais moi aussi, je vais à la Wall Street, en fait. Et en fait, j'avais enregistré le film après à la télé. Et en fait, je me remettais le soir avant de me coucher, mais pendant des années, le film Wall Street. Et je me suis dit, moi aussi, je vais y arriver un jour, je vais y aller. Et j'étais pas brillant dans les études. Je bossais beaucoup, mais j'étais pas un super étudiant. Et donc, c'était comment j'allais y arriver sans avoir fait un super background. Et en fait, j'y suis arrivé d'étape en étape et c'est toujours resté en me disant, OK, dès que j'ai l'opportunité, je la saisis sur le champ. Et les opportunités, je vais les créer. Et j'ai toujours fait ça et je continue de le faire. Une opportunité, dès que je la vois de près ou de loin, je vais la saisir, je vais la manger, l'opportunité. Et tu as vu cette opportunité d'aller aux États-Unis. Et justement, je me disais, je partirais aux États-Unis, j'irais vivre aux États-Unis, j'irais vivre à New York et j'essaierais de travailler un jour à Wall Street.
Et à un moment, je suis rentré, j'ai fait une prépa HEC, je suis rentré en école de commerce et en business school. Très vite, j'ai dit voilà, moi je veux faire un stage. Et lorsque tu parles de ton sujet, lorsque tu parles de ton projet, tu attires les gens. Et puis il y a un effet, ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Ouais. Je sais pas si tu connais la loi de l'attraction, c'est important. Moi, depuis toujours, j'en parle. Et en fait, tu attires autour de toi en demandant et en visualisant. Tu sais, André Agassi disait, je sais pas si tu connais, c'était un tennisman très connu qui a gagné de nombreux titres. Et il disait, j'ai gagné mon premier Wimbledon à l'âge de 7 ans dans ma tête. C'est-à-dire que déjà, à l'âge de 7 ans, il se visualisait gagner Wimbledon. Et moi, à l'âge de 10 ans, 12 ans, déjà, j'essayais de me visualiser, de me voir à Wall Street, de me voir déjà travailler dans des banques. Les banques, c'était le trading, etc. C'était un peu, à l'époque, il n'y avait pas encore l'entrepreneuriat. Me dire, voilà, ça, c'est génial. Moi, je veux aller là-dedans, en fait. C'était vraiment ce qui me drivait. Et encore mieux, peut-être qu'un jour, je serai entrepreneur. Et du coup, je suis passé par plein d'étapes, en fait, pour essayer d'y arriver. Quand j'étais étudiant, mais je faisais 10 jobs quand j'étais étudiant. Je mixais, j'organisais des soirées, j'étais serveur, je m'occupais aussi de l'événementiel, j'organisais des soirées pour d'autres corpos aussi à Montpellier. J'avais créé un magazine, je faisais de la politique, j'avais peut-être 15-20 activités, en fait. Et je me disais à un moment, à force de grenouiller dans toutes les activités, de rencontrer des gens, je vais finir par me créer mon réseau parce que j'avais pas de réseau. Lorsque tu viens d'un petit village, mais ma famille, tout le monde est plutôt artisan, mon père était boucher, etc. Donc, un milieu où il n'y a pas forcément ce milieu des affaires. Et donc, il faut se créer les connexions. J'avais pas de connexion. Et donc, je me suis dit, je vais arriver à me créer les connexions et ça va me faire partir. Et à un moment, ça n'a pas loupé de rencontrer une personne. Grâce à elle, je suis allé faire mon stage à la Bourse de Paris. Grâce à ça, j'ai eu une expérience en finance, même si je faisais pas grand-chose. Hein. C'était pas du trading, j'étais runner, donc je récupérais un papier, j'allais le donner à un autre. Hein. Mais j'étais là où ça se passait, quoi, dans le cœur du réacteur. Et du coup, ça a pas loupé. 8-9 mois plus tard, j'étais à Wall Street, en banque d'affaires, et là, c'était une autre histoire. Donc, tu étais runner en France? À Paris, à la Bourse de Paris. À Paris. Puis, tu as réussi à avoir un stage aux États-Unis grâce à un contact. Voilà. Et après, grâce à un contact, j'ai cherché à Montpellier, à Paris, à tous les gens. Je leur disais, je veux aller vivre aux États-Unis, je veux trouver un stage. Est-ce que vous avez des opportunités? Je demandais à tout le monde. Dès que je rencontrais quelqu'un, très vite, j'essayais de voir s'il avait des contacts aux États-Unis, des contacts en finance, pour essayer de me placer. Et c'est vrai qu'au final, si tu montres, si tu as de l'attraction pour quelque chose, que tu vas créer autour de toi les conditions que ça se produise. Moi, souvent, je dis, un de nos principes chez Humanity, c'est make it happen. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas donner toutes les conditions pour que ça se produise. Eh bien, moi, je m'étais donné à l'époque toutes les conditions pour que ça se produise. Si je ratais la marche, éventuellement, j'aurais peut-être fini à Paris, mais c'était déjà excellent, ou à Londres. Mais j'avais fixé en me disant, je veux travailler en banque d'affaires à Wall Street. Et au-delà, peut-être qu'un jour, je serai entrepreneur. Tu sais, ton parcours me fait penser à peu près au mien. Je reste humble, hein, mais quand j'étais jeune, à 15 ans, j'ai commencé à monter sur scène. Je le compare un peu à ta passion pour le DJ. Je montais sur scène et je faisais des blagues. Ma passion, c'était l'art de la parole, la scène. Et je montais, etc. Et moi, j'ai toujours eu des grandes ambitions. Et c'est vrai que quand je pense, je me visualisais tous les soirs, moi, plus tard, qui ai réussi, que ce soit grâce à l'entrepreneuriat, mais aussi à ma passion qui est l'art de la scène. Et n'ayant aucun contact ni dans l'art de la scène ni dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours essayé de graviter autour jusqu'à aujourd'hui, je suis avec toi, donc je suis très content. Mais ce que je veux savoir, c'est à partir de quel moment ça a payé ou pété et est-ce que ça a eu un impact direct ou ça a été vraiment lent? Toi, tu l'as senti comment? Tu comprends? Ouais. En fait, déjà à la base, ce qui est important, moi, ce que je dis tout le temps, je le dis à mes équipes, je le dis tout le temps quand je donne des formations aussi, c'est, je demande tout le temps si les gens ont un rêve. Des gens qui ont un rêve, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Mais par contre, ceux qui ont un plan, il y en a peu. Et donc, ma première question, c'est toujours quel est ton rêve? Même je le dis en entretien, je le pose lorsque je fais des entretiens, je demande aux personnes quel est ton rêve? Et les gens me disent leur rêve. Et ma question d'après, c'est quel est ton plan? Et là, souvent, ça bloque. Ou souvent, le plan n'est pas clair. Si tu veux arriver à ton objectif,
c'est bien d'avoir un rêve, mais derrière, il te faut un plan. Ou sinon, ça reste un rêve et c'est pas grave. Ouais. Il y a plein de gens qui ont plein de rêves. J'ai moi-même plein de rêves, mais par contre, j'ai un plan. Mon rêve principal, ce que je dis tout le temps, c'est que dans la vie, je prends rien au sérieux, sauf mon rêve. Et mon rêve, je l'ai depuis que j'ai 6 ans, 7 ans, et mon rêve n'arrête pas d'ailleurs d'aller plus loin. En fait, je rêve toujours plus grand. C'est quoi ton rêve? Mon rêve à l'âge de 10 ans, c'était quoi? C'était de devenir, c'était de travailler à Wall Street, en finance, et puis de devenir entrepreneur. À un moment, j'ai eu aussi le rêve d'être footballeur, mais bon, celui-là, il a pas duré longtemps. Quand j'ai dit à mes copains, ils ont ri, donc bon, j'ai compris. Tu fait les ischios? Ouais, non, même pas, j'avais pas le niveau, donc bon, à un moment, faut être réaliste. Et à un moment, je me dis, c'est pas grave, je vais être DJ, je vais mixer. À un moment, un de mes rêves quand j'étais jeune, c'était de me dire, je veux mixer dans la plus grande boîte américaine, et j'ai mixé à un moment dans une boîte qui s'appelle Limelight à New York, et j'étais super content parce que j'ai pu mixer là-bas. Et donc, ça y est, je me suis dit, ça y est, le rêve est fait. Voilà, je travaille à Wall Street, ça y est, ce rêve est là. Après, chaque fois, je vais plus loin dans mes rêves. C'est comme quand, au début, je me suis mis à courir. J'ai dit, mon rêve, c'est de faire un 10 km. J'avais plus de genoux, j'arrivais pas à courir, etc. J'ai fait le 10, je me suis dit, maintenant, mon rêve, c'est d'aller faire un 20 km. Mais chaque fois avec un plan derrière. Et là, si tu me demandes aujourd'hui, aujourd'hui, mon rêve, c'est quoi? J'ai plein de rêves aujourd'hui. J'en ai plein. En fait, plus je vais en âge et plus je multiplie les rêves. Mais j'ai un plan par rêve que je veux réaliser. Okay. Voilà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si tu me demandes, par exemple, en perso, oui, et les rêves évoluent aussi. C'est-à-dire qu'il y a un an, c'était de faire le marathon de New York. Aujourd'hui, mes genoux ne me le permettent plus. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est de faire, d'être dans le top 100 d'un triathlon d'ici 24 mois. Je sais faire les triathlons, il n'y a pas de problème. Triathlon, distance olympique, je vais le faire et c'est sûr que je le ferai. Et je vais l'atteindre. À côté, au niveau boulot, ok, là j'ai un plan à court terme, mais c'est vrai qu'à 10 ans, je me dis, monter une licorne, ça peut être sympa aussi. J'ai pas monté de licorne encore. Voilà. Donc, le plan de dire, ok, à 10 ans, j'aurai une licorne. Donc, jusqu'à maintenant, j'avais des plans, j'avais des objectifs, j'avais des rêves, et chaque fois, je les fais grandir. J'avais un plan avec Humanity. Là, effectivement, demain, je continue, effectivement, là, sur les prochaines années avec Humanity. J'espère rester encore 10 ans, 15 ans, peut-être faire de Humanity une licorne. C'est possible. Et derrière, de continuer, de faire du business, et chaque fois, de pouvoir aller plus loin. Donc, c'est pareil sur la partie musique. J'ai mon label, faire en sorte derrière de faire un énorme festival aussi en Europe et pouvoir avoir ma marque de festival en Europe. Donc, j'ai différents rêves et sur chacun, j'ai un plan qui est très détaillé. Et mon plan en général, il est à 10 ans, toujours. À 7 ans, à 5 ans, à 3 ans, à 2 ans. Je le décline à 1 an, à 9 mois, à 6 mois, à 3 mois, à 1 mois, à la semaine. Et après, à la journée. Et je décline tout ça en objectif à la journée et en tâches. Et j'ai chaque fois des outils pour le faire, sur chacun de mes rêves, en fait. Donc ça, je l'ai, et je l'ai depuis, évidemment, ça s'est développé au fur et à mesure des années. Mais ça, ces rêves-là, je les ai depuis que j'ai 10, 12 ans. C'est fou ce que tu dis là, parce que je suis en train, donc tu m'expliques tout ça, et je réfléchis, et je regarde dans la manière dont je te connais, comment tu appliques tout ça. Et je suis en train de réfléchir. Récemment, j'ai été invité chez toi, et tu nous as montré ton plan pour toute l'année. T'as vraiment un Excel, un tableau Excel avec ce que tu fais chaque jour, où tu es chaque jour, avec qui tu seras. En fait, tu planifies tout est planifié. Parfois, sur un an en plus. Parfois, on peut penser que je suis pas organisé, mais derrière, fin décembre, avant le 1er janvier, j'ai mon année qui va arriver, qui est planifiée jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que mon agenda, il est plein. C'est-à-dire que tu l'as vu, mon agenda, je sais à la journée ce que je vais faire. Après, évidemment, ça évolue à 20%. Donc, il y a toujours 20% qui évolue et c'est pas grave que ça évolue. Par contre, le plan est là. Et sur l'année qui vient, je sais exactement tout ce que je vais faire. Si tu me demandes ce que je fais le 15 septembre, je peux te dire ce que je fais le 15 septembre. Si tu me demandes ce que je fais le 15 août, tu me demandes ce que je fais. Et je le sais, il est dans ma tête. Résultat aussi, lorsque les gens vont me dire, est-ce que tu es dispo tel jour? Je regarde et je dis, ça dépend de quelle heure à quelle heure. Et je le connais, je l'ai en tête. C'est fou, hein. Tu me demandes ce que je fais mi-avril, fin avril, je sais exactement quel jour, quelle heure. Si j'ai des sorties, je sais à quelle heure je vais faire mes sorties. Si je sais à quelle heure je vais faire du sport, quel jour, dans quelle salle. Mon agenda, il est réglé à l'année. Toutes les personnes avec lesquelles je travaille, j'ai mes délits avec eux, j'ai mes hebdos avec eux, j'ai tous les points qui sont organisés, j'ai toutes mes rétrospectives de rendez-vous, j'ai mes OKR, objectifs qui résultent. L'année est déjà réalisée et la réalité, du coup, sur les 3 ans, je l'ai aussi. J'ai mon plan à 3 ans. Mais l'année,
il est détaillé. À l'année, à 12 mois, c'était détaillé. Et du coup, là, par exemple, hier soir, j'étais sur mon plan janvier-février 2025. Parce que je veux pas avoir de décalage non plus. Donc, j'étais déjà janvier-février. Et comme ça, je sais que tout est organisé. Et de base, je suis pas quelqu'un d'organisé. Ah. Donc, mais tu te forces. Lorsque tu n'es pas organisé, l'organisation, c'est pas difficile. Il faut juste s'y mettre, se poser et se dire qu'est-ce que je vais faire quand. Ce que j'appelle la partie robot. Il y a beaucoup de choses qui ne nécessitent aucun talent. Voilà. L'énergie ne nécessite aucun talent. L'organisation ne nécessite aucun talent. Après, il y en a qui ont le talent d'être très organisés, mais être organisé, faire un plan, ce que je fais sur les prochains 12 mois. Est-ce que c'est compliqué de prendre un tableau Excel, de se mettre les jours, de se dire, OK, je pars en vacances là, là, j'ai des rendez-vous, là, il faut que j'ai fait ça, là, je fais... C'est facile, me mettre les points que j'ai avec mes équipes toutes les semaines. Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Au jour le jour, est-ce que c'est compliqué? À 9 heures, à 8 heures, à 7 heures? Toute la journée, je sais que j'ai mes points. C'est juste se poser et se faire son organisation. Ça ne nécessite aucun talent. Pareil, se mettre des objectifs à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois, à 36 mois. Quel est le talent là-dedans? Ouais, il y en a aucun. Aucun. Juste se poser, avoir de l'ambition, se mettre des objectifs et après y tenir. Tu vois, là, c'est marqué consistance. Ouais. Consistency. Justement, consistency, justement, c'est le fait d'avoir la consistance de ce qu'on veut faire. Et ça fait en sorte que derrière, tu réussis. En fait, il y a 80% de la réussite, c'est pas compliqué. Être travailleur, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il faut du talent pour être travailleur? Mais non, il n'en faut aucun. Est-ce qu'il faut du talent le soir pour dire il est 17h30, je rentre chez moi ou je vais encore faire 1 heure de plus? Mm-hmm. Est-ce qu'il faut du talent lorsque tu fais du sport, de se dire, d'avoir la discipline de se dire je fais du sport tous les matins à 7h ou à 8h? Il est où le talent? Faut juste le faire. Il faut juste le faire en fait. C'est pas très compliqué. Et comme je dis souvent, être entrepreneur, souvent les entrepreneurs, c'est de loin, ce sont pas les personnes les plus intelligentes. Mais ce sont les personnes derrière qui ont des objectifs, qui sont ambitieux, qui sont audacieuses et qui suivent un plan. C'est l'exécution. Souvent, j'entends beaucoup les gens qui disent oui, j'y sais, j'ai une idée. Ouais, super. Mais je sais pas si je peux te la dire parce que est-ce que je pourrais pas signer un accord de confidentialité et tout? Je dis c'est quoi l'idée, garde-la et je pense que tu vas mourir avec. C'est très bien en fait. Voilà, les idées, c'est à tout le monde les idées. Ouais. Les idées, c'est bien de les communiquer, de les échanger pour avoir les feedbacks des gens. Mais une idée, ça vaut rien. Une idée, ça vaut rien. Ça vaut rien. D'ailleurs, je ne connais quasiment rien dans le monde de toutes les réussites qu'on connaît aujourd'hui qui sont révolutionnaires. Google, c'est révolutionnaire. Ben non, ça existait déjà bien avant. Il y a beaucoup d'autres moteurs de recherche. AOL, Yahoo, je pense que vous les avez pas connus, mais il y en avait plein. Hotmail, il y en avait plein de moteurs de recherche. Google a fait mieux. Steve Jobs, c'est pas le premier qui a inventé l'ordinateur, que je sache. Ça existait depuis très longtemps, les premiers ordinateurs. Et c'est pareil pour toutes les voitures électriques. Je peux vous dire que ça existait bien avant Tesla. Par contre, ils ont été très bons dans l'exécution. Ce qui fait toute la différence, c'est la capacité à exécuter. Demain, je préfère investir chez quelqu'un, sur un entrepreneur qui sait exécuter demain, de créer des boutiques de, je sais pas moi, de coiffure, des supermarchés qui vendent des appareils photo, peu importe. Mais si je sais qu'il va exécuter son plan, je préfère investir en lui qu'investir en une personne qui a une idée révolutionnaire. Ouais, elle est super ton idée. Limite, je vais pas investir en lui. Parce que l'idée, si elle est trop révolutionnaire, c'est qu'il y a un problème. Voilà. C'est qu'il y a un problème si personne n'y a déjà pensé. D'ailleurs, je connais très peu de sociétés qui, en étant révolutionnaires, ont réussi et sont encore là des années après. Ouais, c'est vrai, ça. Donc, toute la différence, c'est l'exécution. Moi, c'est vrai sur l'exécution de mes projets, je vais très, très loin. C'est à la journée, c'est à la minute, c'est à l'année et c'est sur du long terme. Ce qui est fou avec toi, JC, c'est que j'ai remarqué, en fait, tu arrives à chaque fois à repousser tes propres limites, même les limites de ton corps. Je prends un exemple. On était à Athènes ensemble, en Grèce, et tu m'as raconté l'histoire de tes yeux. T'es malvoyant, on va dire, t'as remarqué des soucis, normalement tu dois porter des lunettes. Et tu t'es dit, en fait, non, je ne vais pas en porter, je vais forcer mes yeux à mieux voir. Je te laisse m'expliquer et nous expliquer ça, parce que ça c'est quand même quelque chose de fou, j'ai jamais entendu personne me dire ça, et ça fonctionne, c'est ça qui est fou. En fait, je pars du principe que si on veut, on peut. Je pars du principe que derrière, on peut inverser le cours des choses si vraiment on en a envie.
je- on va prendre cet exemple-là, mais j'en ai d'autres. Hein. L'exemple de mes genoux, il est pas mal aussi. À 30 ans, on m'a dit, maximum dans 10 ans, tu seras sur un fauteuil. Parce que tu n'as plus de cartilage. Et j'y sais, arrête de faire du sport, arrête de courir, arrête de tout faire. D'ailleurs, j'ai arrêté 10 ans. Et j'ai repris 10 ans après. Et il faut savoir que quand j'ai repris la course, 18 mois après, je faisais un semi-marathon, 21 km en 1h23. Bon, c'est mon record. Mais alors que je n'avais plus couru depuis 15 ans et qu'avant, je n'étais pas un gros coureur et que d'ailleurs, j'ai plein de problèmes de genoux, etc. Et comment tu fais? Enfin, En fait, justement, c'est beaucoup de bon sens dans la vie. Beaucoup de bon sens. Si on prend les genoux, après je reviendrai sur les yeux. Euh, les genoux, on m'a dit, tu n'as plus de cartilage. Donc, tu peux pas courir. Je dis, c'est pas grave. Je vais me dédier à mon travail. Je vais beaucoup bosser, etc. Voilà. Et à 40 ans, il se trouve que je me suis réveillé le jour de mes 40 ans pour mon anniversaire et je me suis dit, je me suis mis debout et je me suis dit, je ne suis pas sur un fauteuil. Donc, j'ai encore mes jambes. Donc, chaque jour que je vais gagner sera un jour de plus. Donc, chaque matin où je suis pas sur un fauteuil, je peux être heureux de ne pas être sur un fauteuil parce que le corps médical m'avait dit qu'à 40 ans, je serais sur un fauteuil. Sauf si je faisais quelques opérations, il y avait entre 30 et 50% de chances que ça marche. Sinon, je finissais directement sur un fauteuil. Donc, je me suis dit, je ne vais pas me faire opérer. Je vais voir comment mon corps évolue et je vais voir les progrès de la science. À 40 ans, je n'étais pas sur un fauteuil. Donc, je me suis dit, OK, chaque jour, je vais gagner. Et du coup, je vais essayer de me mettre à courir un peu. On m'a dit que je ne pourrais pas courir. Donc, je vais essayer de courir 1 kilomètre. C'était dur. Après 10 ans sans sport, c'était dur de faire 1 mais kilomètre. tu avais mal au genou? Tout le temps. Dès que je marche, ou que je cours, je fasse du sport ou pas, j'ai tout le temps mal au genou. Donc, à un moment, la douleur, tu l'apprivoises, la douleur. Et la douleur devient, entre guillemets, c'est à toi de voir si tu vas en faire un allié ou un ennemi. Moi, je me suis dit, je vais en faire un allié de ma douleur. Donc, je vais essayer de voir pourquoi, si on a un peu de bon sens, pourquoi j'ai mal au genou aussi. Peut-être, si on réfléchit un peu, si tu es un peu en surpoids, tu pèses plus sur tes genoux. Et donc, tu vas faire créer plus de pression. Donc, je me suis dit, je vais perdre du poids. Donc, en 12 semaines, j'ai perdu 12 kilos. Je me suis noté ce que je mangeais et je me suis dit, je vais réduire les quantités, je vais éliminer tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré et je vais voir si ça marche. J'ai perdu 12 kilos en 12 semaines. Automatiquement, j'ai moins mal au genou. Il faut pas être sorti d'une grande école pour se dire que si on est trop lourd au niveau du poids, ben ça va peser sur les genoux, donc automatiquement, j'aurai plus mal. Donc, je perds 12 kilos, j'ai moins mal. Et du coup, je vais être capable aussi de courir plus facilement. Et donc, je passe de 1 à 2 km, et puis à 5, et puis à 8, et puis à 10. Et puis là, je me renseigne, je vais voir des kinés qui me disent il faut muscler les ischios, il faut muscler les quadris. Et du coup, ça te permettra de bien positionner ta rotule. Je me suis dit, j'ai fait ça. Après, j'ai vu des kinés, ils m'ont demandé de faire des exercices. C'est hyper pénible, les exercices chez les kinés. Je me suis dit, je vais les faire, et je vais les faire tous les jours. Et là, j'ai commencé aussi à faire un peu de renfo. J'ai découvert le renfo. Et là, j'ai commencé à faire du renfo justement pour mes genoux. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me dire, mais en ayant toujours mal. Ouais, mais je me suis dit, j'aurais pas plus mal. D'ailleurs, je n'avais pas plus mal. J'accueille la douleur. Ouais. La douleur n'est qu'un élément. Et j'essaie de l'accueillir positivement en me disant, c'est un challenge. Chacun a des challenges dans la vie. Moi, je me suis dit, c'est un challenge. Et les yeux, c'est pareil? Et les yeux, c'est pareil. Il y a 4 ans, je me suis levé, alors que je voyais à peu près bien. Moi, quand j'étais jeune, déjà à 20 ans, on m'avait dit, il manquait quelques dixièmes, donc ce serait bien de porter des lunettes. Et j'ai porté des lunettes et très vite, j'avais vu que dès que je les enlevais, je voyais moins bien. Et en fait, mon œil s'habituait. Je m'étais dit, bon, on verra plus tard. En plus, à l'époque, c'était aussi pour le style. J'avais pas le style des lunettes. Bon, c'est pas grave, je dis, on verra plus tard. Et puis, à un moment, je me suis levé il y a 4 ans. Et là, je vois, c'est vraiment le jour de mon anniversaire encore. Hein, c'était pour mes 43 ans. Je me lève et je n'arrive plus à lire ce qui est sur mon téléphone. Il faut que je m'approche, etc. Je me dis, waouh. La semaine d'après, je vais voir un ophtalmo qui me donne des lunettes, une prescription, lunettes. Il me dit, ah oui, là clairement, il faut vraiment porter des lunettes. Je porte des lunettes. Et en fait, je m'aperçois en portant des lunettes que dès que je les enlève, en fait, mon œil s'habitue aux lunettes. Donc, c'est sûr, c'est un vrai confort. Mais moi, j'aime pas être dans le confort. Parce que si tu es dans le confort, si ton œil s'habitue, automatiquement après, dès que tu enlèveras tes lunettes, du coup, tu vas perdre
quelque chose. Et je me suis dit, j'ai pas envie de perdre. Moi, j'ai envie de gagner des choses. Donc, je me suis dit, j'ai pas envie que mon œil s'habitue. Donc après, c'est toujours des risques qu'on fait dans la vie. On fait rien sans rien. Ne pas en avoir, c'est des risques. Mais avoir aussi des lunettes, c'est aussi des risques. C'est qu'après, chaque fois que tu les enlèves, ben derrière, tu te retrouves où tu vois plus rien. Donc je me suis dit, ben non. Et ça a fonctionné. Je vais prendre le risque. Ben, ce qui fonctionne, c'est qu'au final, je vois mieux que quand j'ai porté les lunettes pendant les 2-3 semaines, et je ne vois pas plus mal qu'avant. Donc au final, je me dis, ben, pourquoi T'as rien perdu. J'ai rien perdu au final. Parce que je vois aussi mal que le jour où je me suis levé. Mais je me suis dit, je vais essayer de faire en sorte, le cerveau, c'est un muscle. Les yeux, c'est un muscle aussi. Et les muscles qu'on a, on doit les faire travailler. Si on fait pas travailler ces muscles, à un moment, on perd. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire, allez, moi, pendant une semaine, je pars en vacances, je lis pas, je fais rien. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais dire, je fais rien, etc., je me repose. Alors après, c'est dur de s'y remettre. Ah ouais, je me remets au travail, je me remets assis, mon cerveau s'est un peu atrophié pendant quelques jours. Moi, mon cerveau, je veux jamais qu'il s'atrophie. C'est pour ça que, vacances ou pas vacances, je suis tout le temps en train de lire, en train d'apprendre des choses. Tous les jours, j'apprends. Ça aussi, je sais pas si je le dis, mais tous les jours, j'apprends quelque chose. Parce que tous les jours, soit dans mon travail, soit si à la fin de la journée, j'ai rien appris, je vais lire, je vais écouter des podcasts, je vais écouter des livres aussi, audio, pendant que je fais du sport ou pendant que je mange ou quand je fais quelque chose que je suis pas au téléphone, pour me dire aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. C'est-à-dire mon cerveau a fonctionné. Et c'est pareil au niveau du sport. J'essaie aussi de faire en sorte que, même si j'ai plein de problèmes, parce que j'ai fait pas mal de boxe et je suis tout cassé, hein, voilà, j'ai très peu d'organes chez moi qui sont pas cassés, donc ou de muscles, mais c'est pas grave en fait. Justement, chaque fois après ça se répare et normalement c'est censé, lorsque ça se reconstruit, de se construire encore plus fort. Voilà. Mais c'est pas grave, j'essaie d'adapter en permanence, de m'adapter en permanence. Et les yeux, c'est ce qui s'est passé. Je me dis, c'est à mes yeux de s'adapter et à mon muscle oculaire de faire en sorte de ne pas se reposer sur des lunettes, mais justement de ne pas se reposer, de continuer de faire travailler le muscle. Donc évidemment, à un moment, ça m'étonnerait que ça revienne mieux. Mais en tout cas, je me dis, l'idée, c'est de ne pas perdre du terrain et que mes yeux continuent de faire travailler le muscle. Je vais te faire une confidence. Je te connais que depuis quelques semaines et tu as déjà un impact positif sur moi. On a fait un podcast la dernière fois et tu m'as parlé de accueillir la douleur. Moi, il y a un peu moins d'un an, j'ai découvert que j'ai une maladie au pied. Et on m'a dit, voilà, tu dois arrêter le foot. Moi, je suis un grand passionné de foot. J'ai travaillé dans le monde du foot. J'ai joué au foot pendant des années. Je suis quelqu'un qui court beaucoup. Je fais beaucoup de sport. On m'a dit que je devais arrêter et que si je grossissais, eh bien, j'allais aussi finir sur une chaise roulante et que je devais me calmer, me canaliser. Chose que j'ai fait parce que j'ai eu peur. Et puis, je t'ai entendu. Et tu disais, il faut accueillir la douleur. Et tu m'as raconté cette histoire avec les yeux, une histoire sur le froid également. Et je me suis dit, mais en fait, je pense qu'il a raison. Ça doit pas me limiter dans ma vie, au contraire. Et alors, j'ai repris le sport cette semaine. Et honnêtement, bah, ça s'est bien passé. Au final, j'accepte la douleur et je fais avec. Et on va voir sur le long terme ce que ça donne. Mais je voulais te partager ça parce que c'est vraiment de par l'édition qu'on a eue ensemble. Je me suis dit, OK, let's go. Donc, merci. Bah, je suis très content si ça a pu t'apporter un impact positif parce que franchement, au final, bah, si j'arrive via les podcasts ou via les vidéos que je peux faire à créer un impact positif, c'est l'idéal parce que d'un autre côté, en tout cas moi, c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je me suis construit. Et derrière, chaque fois, je me suis adapté aussi. Hein. Tu sais, au niveau des sports, je me suis mis à faire du triathlon parce qu'on m'a dit que c'était bien de faire du vélo et de faire de la natation. Je me suis mis à un moment, là, je faisais du K1. Je pense que tu connais. C'est proche de la boxe thaï. J'ai arrêté. Là, je me suis mis au kung-fu parce que derrière, il y a moins d'impact et du coup, plus de mobilité. Donc, ça fait travailler plus ma mobilité. Donc, je découvre notre sport. Et chaque fois que j'ai eu des problèmes, je me dis en quoi mon problème va peut-être me créer une opportunité. Ouais. Et du coup, chaque fois qu'il y a eu quoi que ce soit dans ma vie qui a été plus ou moins dur, parce que je peux te dire, le jour où on te dit tu vas finir sur un fauteuil, t'es pas bien. J'étais pas bien, moi non plus. Voilà, ça, t'es pas bien. Tu te dis, putain, franchement, ça va être galère. J'adore faire du sport, j'adore faire ça. Comment je vais faire? Donc, il y a une petite courbe de deuil à avoir. Mais après, chaque fois, ça me prend. Moi, une de mes qualités, c'est d'avoir une courbe de deuil très rapide, qui peut être entre quelques heures et potentiellement 24 heures.
Et d'ailleurs, une petite confidence, le matin, lorsque je me lève, on va dire que je dois écouter à peu près ou voir la même vidéo depuis maintenant peut-être 20 ans. Je la vois en moyenne 4 à 5 fois par semaine. Et quand ça va pas, je l'écoute le matin en boucle, genre 5, 8, 10 fois. C'est une vidéo qui s'appelle, qui est une vidéo les plus motivantes du monde. Tu me l'enverras, on la mettra. Tu la mettras. Et cette vidéo-là, je me la mets. Mais par exemple, cette semaine, on est quoi? On est vendredi, je l'ai mise 3 fois déjà. Parce qu'il y a un jour où j'ai fait nuit blanche, le matin, je me suis levé, j'étais crevé, c'était mardi soir, j'étais crevé, j'avais pas assez dormi. Et du coup, lorsque je dors pas assez, voilà, il y a les problèmes qui remontent et tout. Je me suis levé et je l'ai écouté 2-3 fois et je me suis dit, allez, c'est bon, et là, je peux repartir. Lorsque je vais faire des conférences aussi, avant, je l'écoute et même parfois, je la mets. C'est une vidéo, tu verras, tu la mettras dans le podcast. Ouais, on la mettra dans la description, comme ça, vous pourrez la voir. Et au moins, ça me permet de me dire, waouh, l'échec, c'est pareil. Ça fait partie de l'entraînement. Donc, même si j'échoue, c'est pas grave, j'apprends et je m'entraîne. Donc, c'est pas très grave, en fait. Et le fait de voir le verre à moitié vide, ça peut arriver. Mais au final, à un moment, je relativise toujours en me disant, bon, au final, j'ai le plus important dans la vie. J'ai la santé et ma famille a la santé. À partir de là, pourquoi je n'y arriverai pas? Parce que le pire, c'est qu'il y a des gens qui, eux, n'ont pas la santé et qui y arrivent. Tu vois bien, les Paralympiques, quand même. Ce sont des gens, quand même, qui ont eu des problèmes, des vrais gros problèmes dans leur vie. Franchement, c'est chapeau ce qu'ils font. Et derrière, ça veut dire qu'ils s'en sont sortis et qu'à côté, justement, ils ont développé un mindset, ce que moi j'appelle le mindset de champion. Je parle beaucoup de champion dans la tête. C'est vraiment un de mes mantras, j'en parle vraiment tout le temps à mes équipes. C'est-à-dire qu'on est champion dans sa tête d'abord. Et on est champion de ce qu'on veut. On peut être champion de l'entrepreneuriat, on peut être champion dans le sport, on peut être son propre champion. Il ne s'agit pas forcément de gagner des trophées. Les trophées, pour certains, ok, ça matérialise une réussite. On peut être un père champion, une mère championne, on peut être un boulanger champion, on peut être un salarié champion. Mais être champion dans sa tête, c'est ce qui fait toute la différence. Et le champion, il a un mindset de champion. Et tous les jours, c'est quelqu'un qui va se battre. Moi, c'est vrai que je me bats tous les jours, voilà, contre moi-même, en fait, pour m'améliorer. Et sur tout ce que je vais faire. Et c'est vrai que souvent les gens disent, ouais, il faut que tu choisisses tes combats parce que t'en as trop. Mais en fait, j'ai des combats sur tout. Mais c'est des combats avec moi-même. C'est-à-dire contre et avec moi-même. J'ai mes propres démons, etc. Mais au final, le truc, c'est en permanence de m'améliorer. Et le rêve final de ma vie, c'est d'être en permanence en amélioration continue jusqu'à ma mort. Et puis le jour où c'est fini, ben, je sais que j'aurai été la meilleure des versions. C'est incroyable. Merci beaucoup pour ce témoignage. Là, j'ai envie qu'on passe à un moment parce que tu me parlais de réussite, échec. Il y a une grosse réussite que tu as eue et qui est vraiment folle. Tu es arrivé aux États-Unis et très rapidement, à l'âge de 24 ans, tu valais 4 milliards de dollars. Est-ce que tu peux me parler un peu de comment tu es arrivé aux États-Unis et qu'est-ce qui s'est passé pour valoir 4 milliards? Alors, à l'époque, je dirais, c'était la fin des années 90. C'était, on va dire que je pars aux États-Unis. Donc moi, je pars à Wall Street. Ok, je vais aller vite sur mon passage. Au début, j'arrive. Voilà, j'arrive pour travailler en banque d'affaires. Je suis censé avoir eu un passé de trader. Bon, j'étais runner, j'étais pas trader, mais bon. T'as un peu arrondi les bords, ouais. J'ai arrondi pour y arriver, mais bon, après, à ce moment-là, il fallait. Donc, j'y suis arrivé. Très vite, même si le début est très dur, on en avait parlé la dernière fois, au final, je parlais pas un mot d'anglais. Je comprenais pas ce qu'on me disait. Et j'arrive à New York en banque d'affaires. Où les gars, c'est beaucoup de requins. Il faut faire sa place. Et à force de travail, c'est-à-dire qu'en gros je bosse jour et nuit, quoi, week-end compris, en fait, j'ai pas de limite, en fait. Il faut que j'apprenne l'anglais, il faut que j'apprenne le métier de la finance, il faut que j'apprenne la comptabilité et la comptabilité américaine. Bon, c'est hard, mais bon, j'y arrive en bossant tout le temps. Là-bas on m'appelle The Beast, quoi, à tel point je travaille, c'est la bête, quoi. C'est-à-dire que je travaille tout le temps. J'ai pas de limite, je sais pas combien je fais de nuits blanches par semaine.
Voilà, quoi. C'est assez simple. Si je dors pas à un moment, je vais me changer les idées en sortant, mais derrière, je dors quasiment pas, quoi, là-bas. C'est vraiment, je dors un peu le week-end, mais T'avais vraiment. quel poste? D'abord, je suis arrivé stagiaire. Après, j'étais analyste financier. Après, j'étais associé de la banque d'affaires où on faisait de la fusion-acquisition. Donc, on était intermédiaire pour des achats, ventes d'entreprises, des entreprises beaucoup dans tout ce qui était à l'époque Internet ou pharma. Moi, j'étais plutôt les entreprises télécommunications, Internet et nouveaux médias. Et là, de fil en aiguille, je commence à passer. J'arrive stagiaire, hop, je monte, analyste financier, boum, je remonte, associate, tout ça en 1 an et demi. C'est ça qui est fou. En 1 an et demi. En 1 an, t'es passé de stagiaire à associé. Ah oui, mais parce que derrière, je bosse comme un chien et parce que je respecte pas non plus les règles. C'est-à-dire que je me dis de toutes les manières, le meilleur moyen pour moi d'y arriver, ça va être le fast track. Et à ce moment-là, le problème, c'est que je pars avec beaucoup de boules à mes pieds. Je parle pas anglais. Je comprends pas l'anglais. Je comprends pas la finance. Je sais pas ce que c'est. Je comprends pas la comptabilité. J'ai jamais fait de business. Vraiment. À part, l'organisation de 3 soirées, mais bon, à part organiser des soirées, comme derrière, on organise des achats-ventes d'entreprises qui, à l'époque, valent des millions. Donc, c'est à des années-lumière de ce que je fais. Mais je me dis, j'ai pas d'autre option que de réussir. Et pour réussir, il faut aller vite. Et du coup, je vais prendre tous les raccourcis possibles à ce moment-là. Et les raccourcis, le premier, c'est de faire du business. J'aime parce que c'est un job de commercial. Et je comprends que c'est un job de commercial, de relationnel. Et donc, je fais tout pour aller chercher des business très vite. Et en fait, j'arrive à trouver du business, alors que c'était pas du tout mon rôle. Et ça veut dire quoi, trouver du business? Explique-nous un peu, comme ça, les gens comprennent aussi. Alors, trouver du business à l'époque, c'est le fait de trouver une entreprise qui soit intéressée pour être vendue et trouver une entreprise qui soit intéressée pour acheter d'autres entreprises dans le même secteur. Mais ça, quand tu étais là-bas aux États-Unis, à Wall Street, c'était pas ton job. Ah, c'est pas mon job. Mais pourtant, comme tu voulais ce job, tu as été le faire quand même. C'est ça. En fait, ce que je dis souvent, c'est se mettre dans le costume de la réussite. Mais la réussite, c'est de sa réussite, de son objectif. C'est-à-dire, tu veux être un homme d'affaires, comporte-toi comme un homme d'affaires. Et justement, ça, c'est quelque chose souvent, même j'en parlais il y a quelques jours, parce qu'il y a une grosse mode de l'entrepreneuriat et j'ai pas de problème avec ça, même si pour moi, c'est une vraie vocation d'être entrepreneur. Mais à un moment, je dis, je conseille pas ça à tout le monde. C'est pas parce que derrière, et ce n'est pas la seule voie. On peut être un champion, et c'est ça l'objectif, un champion, mais en n'étant pas entrepreneur, mais en étant salarié. Et de la même manière, le sujet pour moi, c'est que tout se passe au niveau de la tête. Et c'est le fait de se comporter. C'est-à-dire, tu vas être entrepreneur, mais déjà, positionne-toi comme si tu l'étais. Un entrepreneur, il bosse jour et nuit, normalement, un entrepreneur. Il bosse tout le temps. Et bien derrière, si tu dis, ah non, moi, c'est pas ma boîte, donc je vais pas beaucoup bosser, on verra le jour où j'ai ma boîte. Mais ta boîte, tu l'as jamais, en fait, ta boîte. Ou sinon, c'est une boîte qui marche pas. Ou sinon, c'est une petite société, mais qui reste petite toute sa vie et pas de problème avec ça. Mais si vraiment tu veux réussir à grande échelle, il faut bosser tout le temps. Et donc déjà, positionne-toi en bossant beaucoup, en apprenant beaucoup, et dis-toi, je suis entrepreneur déjà de ma vie, je suis entrepreneur dans mon job. Et pour moi, les meilleurs entrepreneurs ont été les meilleurs salariés aussi. C'est-à-dire ceux qui se sont positionnés comme s'ils étaient entrepreneurs. Et du coup, après, ils le deviennent, mais après, c'est naturel, en fait, de le devenir. Après, tu n'as plus le problème de dire, ça y est, tu l'es. Eh ben, moi, c'est ce que je fais. Moi, je me dis, c'est ma boîte. Et les quelques fois où j'ai été salarié, et je l'ai été, en finance, après, je l'ai été dans une société de conseil, chaque fois où je l'ai été, ben, c'est comme si j'étais entrepreneur, en fait. Je ne radais pas et je faisais le maximum pour l'entreprise. En me disant, en ne me posant pas de questions. Mais de toute manière, moi, il y a quelque chose que je déteste chez les gens, c'est ceux qui s'économisent. Qui s'économisent dans le sport. Genre, tu sais, parfois, tu vois des gens qui font, tu sais, sur un cours de sport, où tu as 8-10 personnes, et puis le prof, il dit, genre, il faut faire 10 pompes. Et puis, il y a toujours celui qui, dès que le prof, il se tourne, il fait pas la pompe. Ouais, totalement. Tu sais quoi? Ou genre, celui qui fait le truc à moitié. Ou genre, hop, il y a personne qui me regarde. Hop, c'est bon, je dois faire le gainage. Hop, c'est pas fini, mais c'est pas grave. Ouais. J'arrête parce qu'il y a personne qui me regarde. Mais tu t'en fous du prof, en fait. C'est pour toi. Ne t'économise pas. Sauf si t'en peux plus. Ok, si t'en peux plus, t'en peux plus. Mais ne t'économise pas. Moi, si derrière, on me dit, il faut faire 10 pompes et que je peux en faire 18, j'en fais 18. Par contre, la 18e, j'ai plus de bras, je suis mort. Mais je vais au bout. C'est pareil au niveau du travail.
Je vais au bout. Et là, effectivement, dans la banque d'affaires, je vais au bout. Et je me dis, je veux déjà me mettre dans le costume du job que je veux faire. Mon job de rêve, c'est d'être associé. Donc, je vais me mettre dans le poste de l'associé. Donc, je vais faire comme eux. Je vais avoir les costumes, la même chose que les associés, à part que je n'aurai pas les mêmes marques, mais je vais m'habiller comme eux. Je vais me comporter comme eux, mais en essayant d'être meilleur qu'eux. Parce que moi, je veux y arriver. J'ai pas fait les études comme eux, j'ai pas l'expérience, donc il va falloir que je bosse beaucoup plus qu'eux. Parce que je suis toujours dans un peu de certaines compètes. Et je me dis, il faut que je fasse plus. Parce qu'ils ont l'expérience, ils ont les écoles, ils ont le réseau. Moi, j'ai pas. Donc, moi, il faut que j'en fasse plus. Et du coup, j'en fais plus que les autres. Je vais faire le last mile. Mais là où le last mile, pour eux, c'est le last, pour moi, c'est le premier mile. C'est-à-dire que vraiment, le pas de plus pour eux, moi, c'est mon premier pas. C'est ce que je fais surtout sur le sport, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est le moment où je me dis, je suis au bout, que là, j'accélère. Et là, je vais encore plus loin. Et c'est là où ça commence. C'est là où tu sors de la zone de confort. Et c'est là, en fait, où tu gagnes. Tu gagnes sur toi et tu gagnes sur les autres, en fait. Toute la différence, elle se fait là. Et là, en l'occurrence, je me mets dans la position de l'associé. Pour même te dire, je me fais même, pas au travail, mais même des fausses cartes de visite à ce moment-là, d'associé parce que je rêve d'avoir ces cartes-là. Ça, il y a personne qui le sait, j'ai jamais dit. Mais en fait, je vais dans un imprimeur et je me fais des fausses cartes d'associé. Donc, c'est la même carte et je vois le titre associate et je les garde chez moi. Et le soir, quand je me couche, je me dis, cette carte de visite-là, je l'aurai. Je l'aurai, cette carte. Et à ce moment-là, c'est quoi ta profession? Profession, je travaille donc en banque d'affaires, fusion-acquisition, et il y a plusieurs niveaux. Et moi, c'est le niveau associate que je vise. Mais tu ne l'es pas à ce moment-là quand tu as la carte. Mais je me la fais, cette carte, tout seul. Et c'est pas une carte que je distribue au travail parce que je suis pas un mytho. Mais par contre, je l'ai et elle est sous mes yeux le soir. Et quand je me couche, je me suis dit, je vais l'être. Je vais avoir ce job, je vais avoir ce job, je vais avoir ce job. Et c'était sûr que je voulais ce job-là. C'était pas une option que je l'ai pas. Je me couchais avec ça et le matin, je l'avais la carte. Et je me suis dit, je vais l'avoir. C'était une autre époque. Et à l'époque, la carte de visite, c'était hyper important. Et encore plus à New York. Et c'était le symbole. C'était le symbole quand même de ma réussite rapide. Et à un moment, effectivement, je l'ai eu, cette carte. Parce que j'ai ramené les premiers jobs, les premiers business qui n'étaient, en fait, je n'avais pas le droit de faire du business à ce moment-là. Je n'étais qu'analyste financier. Mais je suis allé chercher les clients. Je suis allé chercher ceux qui allaient nous ramener de l'argent. Évidemment, lorsque tu arrives sur le bureau de ton boss avec un deal qui est pas encore signé, mais qui est très avancé à 10 millions de dollars, je peux te dire que derrière, le job, il te le donne. Hein. Donc, en gros, tu as été trouvé quelqu'un qui vendait une entreprise à 10 millions et quelqu'un qui était capable de l'acheter à 10 millions. Ouais. Et tu leur as dit, je suis associé. Oui. Et pour le coup, celui qui était la boîte qui voulait racheter, c'était une entreprise américaine. Et celle que j'ai trouvée, c'était au Japon. Donc, il a fallu que je me bouge. Et comment tu as trouvé ces boîtes? On avait un bureau au Japon. J'ai appelé les équipes. J'ai compris comment ça marchait. J'ai prospecté de fou des boîtes là-bas. Et j'ai été copain avec des gars qui étaient au Japon et sans être allé au Japon. Mais je suis arrivé à trouver. Du coup, je suis arrivé avec un deal qui était évidemment, qui n'était pas finalisé. Mais je suis quand même arrivé avec les 2 propositions. Et c'est sûr que du coup, ça fait la différence en fait, parce que tu arrives et tu montres ça, évidemment, ton patron il te dit, bon pour le coup moi il m'avait quand même bien pris la tête, hein. Il m'avait dit ouais t'as pas le droit. Je lui dis ok d'accord, tu vas me faire quoi? J'ai 10 millions d'euros là. Là-dessus potentiellement on peut gagner entre 3 et 5%. À toi de me dire. Ok j'avais pas le droit mais je l'ai fait. Il m'a dit bon ok d'accord. Je lui dis et je veux même pas la com dessus. La com je la veux sur les prochaines deals. Je veux juste que derrière, tu me passes là-dessus parce que je t'ai montré que je suis capable de le faire. Et du coup, je l'ai fait. Et c'est comme ça qu'après, j'ai pu accéder à d'autres jobs et que j'ai eu la confiance en moi. C'est important d'avoir la confiance en soi. Là, et là, je suis arrivé, je lui ai dit, voilà, ma carte est là. Et je lui ai montré la carte de visite. Il m'a dit, elle sort d'où cette carte? Je lui ai dit, je l'ai fait faire et ça fait 3 mois, je la regarde, 6 mois, je la regarde tous les soirs. J'ai dit, maintenant, tu me fais ma carte. Et j'ai eu ma carte. Et oui. Donc, ça veut dire que je suis passé sur le rôle que je voulais avoir. C'est incroyable. J'ai créé mon propre rôle. Il y a tellement de leçons à apprendre de cette histoire. Et est-ce que c'est... Oui, vas-y. Et du coup, après, dans la foulée, j'ai tanné mon boss pour créer un fonds d'investissement, justement, pour investir dans des startups. Et là, on s'est dit, OK, on va investir dans des startups. Et j'ai trouvé une startup. Et il se trouve que la startup que j'ai trouvée, qui était une agence de design, je suis rentré dans cette boîte. J'ai pris au début quelques pourcents de la société. Le patron m'a donné quelques pourcents. Et à l'issue et après quelques mois, je suis passé à 40%. J'avais fixé des objectifs avec lui. Je pouvais passer à 40%. Je suis passé à 40% de la société. Mais en fait, c'est vrai que la société, c'était peut-être une vingtaine, une trentaine de designers. Donc, c'était une agence digitale qui faisait juste du design
de print pour tout ce qui est présentation et qui commençait à faire du design de site web, mais c'était le tout début. On parle en 98, c'est vraiment le tout début d'Internet, quoi. Et il faisait quelques sites design, de motion design, ça c'était très beau, mais il mettait ça aussi sur des CD. Et moi, je me suis dit, mais le futur, c'est le e-commerce. Et je suis rentré dans la boîte et j'ai fait basculer une boîte qui faisait du design à une boîte e-commerce. Et là, c'était pas la même histoire. On a fait certains des premiers sites de e-banking qui existent pour des banques américaines, en l'occurrence pour Republic National Bank, premier site de luxe pour Tiffany. Et là, du coup, on s'est créé une marque. Et puis moi, j'adore le marketing. Donc, on s'est créé une marque en ayant des clients de renommée mondiale et de faire des premiers sites et d'être pionnier sur la création de sites e-commerce. Là où, à cette époque-là, en Europe, on était encore au fax et au Minitel, hein, en France. Donc, les gens n'y pensaient pas. Et moi, j'étais sûr, même si à l'époque, tout le monde me disait le contraire, tout le monde disait, non, mais attends, j'essaie, on va acheter des chaussures sur Internet. Non, mais on va acheter des voitures sur Internet. Mais de quoi on parle? Internet, c'est bien pour, voilà, c'est comme, voilà, derrière, c'est comme des présentations. Mais derrière, on n'achètera jamais des chaussures sans avoir essayé. On n'achètera jamais des vêtements sans les avoir essayés. Alors une bague, je sais, c'est pas possible. On va quoi? On va plus aller voir notre banquier. On n'aura plus la relation avec le banquier. On va faire des transactions sur Internet. Non mais. Et toi, tu as été avant-gardiste dessus. Et moi, j'étais sûr que derrière, ça arriverait. Mon pari a été, ça va arriver, c'est sûr. Et du coup, on a fait les premiers sites. Et donc, l'entreprise digitale a commencé à être connue, reconnue. On n'était pas les seuls. On était parmi les 3, 5, 10 premières agences digitales aux États-Unis. Et du coup, d'autres se sont déjà introduites en bourse. D'ailleurs, les chiffres, ça doit encore se trouver. Il y en avait une qui avait fait l'introduction en bourse juste avant nous, qui s'appelait Agency.com. Et une autre qui s'appelait Scient, Viant, Razorfish. C'était les sociétés qui étaient nos concurrents. Et la tienne, comment elle s'appelait? Oven Digital. Et eux avaient fait leurs introductions en bourse et elles étaient toutes valorisées. Je pense que ça doit encore se trouver, donc pour prouver que c'était vrai, ça doit encore se trouver. Les valorisations approchaient les 10 milliards. Et du coup, nous, justement, on était valorisés et JP Morgan était venu nous voir pour nous faire l'introduction en bourse. Et là, du coup, on a été valorisé à 10 milliards de dollars. Et à ce moment-là, tu avais 40%. J'ai 40% de la boîte à ce moment-là. Donc, ça vaut 4 milliards. Et à ce moment-là. Et t'as quel âge? Et j'ai 24 ans. Mai 2000. Mais toi, dans ta tête, comment ça se passe? 24 ans, 4 milliards Ben, à ce moment-là, je crois que je les ai, les 4 milliards. Alors, bah oui, parce qu'ils sont pas dans ta poche. Hein. Ils sont pas dans ma poche, les 4 milliards. C'est la valorisation de l'entreprise. Et je sais qu'on va être introduit en bourse. Et donc, je me dis, je vais potentiellement toucher ces 4 milliards-là. Bon, la réalité, c'est que je les aurais pas touchés. Ça marche pas comme ça. Et t'as, entre guillemets, combien dans tes poches réellement à cette période-là? Fourchette. Pour te dire la vérité, je n'en sais rien parce que l'argent, je regarde même pas. Et tu gagnais, à ce moment-là, je gagnais à peu près un gros million de dollars. Par an. À ce moment-là, par an. Voilà, encore, je pense que je gagnais même plus avec mon variable, etc. J'étais même à plus, mais à ce moment-là, je regarde même pas ce que j'ai parce que je bosse tout le temps. Et dans ma tête, je réfléchis même pas en millions. Je me dis, peu importe, c'est rien ce que j'ai dans la poche. C'est plus tard. Et là, je pense déjà en milliards. À l'époque, on parle pas des licornes, mais c'est une décacorne que j'ai quasiment. Bah oui. C'est ça. Et donc, je me dis, c'est bon. C'est pas grave. Et je vaux 4 milliards. Donc, je me dis, moi, tout seul, je vaux 4 licornes. Mais c'est ça que je me dis à l'époque, c'est que, et du coup, je pense pas, et puis je pense qu'au futur, je pense déjà à faire les premiers sites mobiles, je crée déjà le début d'applications mobiles qui existent plus tard, donc vraiment, je suis à fond là-dedans, et c'est vrai que je me pense déjà milliardaire. J'ai une question, j'y sais. Est-ce que t'as pas pris la grosse tête à ce moment-là? Parce que on a 24 ans, il y a quoi? Ça a duré combien de temps entre le moment où t'es stagiaire et le moment où tu vaux 4 milliards? Ça a duré 2 ans. 3 ans. 3 ans à peu près. 3 ans, ouais. 3 ans. Ça va à une allure. Donc, est-ce que j'ai la grosse tête? Mais oui. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vraiment la grosse tête. La seule fois. Et c'est comment maintenant que tu sais te dire, à ce moment-là, j'avais la grosse tête? C'est quel comportement? Comment tu arrives à le visualiser? En fait, vous voyez beaucoup d'entrepreneurs à la télé, au moins. Vous voyez, quand vous voyez le comportement des Steve Jobs, quand vous voyez le comportement même, vous avez vu les séries peut-être, We Crashed avec WeWork, Uber, vous avez vu toutes ces séries-là. On voit bien les entrepreneurs à un moment, avant qu'ils se fassent virer par leur board, ils ont la grosse tête. Il y a un côté arrogant. Et j'ai cette arrogance à ce moment-là. Je me dis, je suis le roi du monde. Comme Steve Jobs devait penser qu'il était le roi du monde, comme tous ces gens-là. À ce moment-là, je suis, comme je dis, en 3 ans, je passe de stagiaire
un milliardaire. On parle de moi dans la presse, dans le New York Times, on parle de moi dans des magazines. Bon, avant d'arriver stagiaire à New York, je parle pas un mot d'anglais. J'arrive de Montpellier, avant j'arrive d'un petit village de Marseille. Bon, à l'époque, c'est tout ça. 100 000 francs, c'est beaucoup d'argent à l'époque. 100 000 francs. 100 000 francs, c'est 15 000 euros. Ça vaut beaucoup d'argent. À l'époque, 1 million de francs, 150 000 euros, on peut acheter une maison dans le sud d'où j'habite, une grande maison avec piscine. C'est beaucoup déjà. Et donc, ça veut dire que c'est le travail d'une vie entière. Voilà, je viens d'un environnement qui est pas riche, qui est pas. Donc, ça veut dire que un de mes rêves, c'était de me dire, un jour, j'aurai peut-être une maison avec une piscine qui vaudrait 150 000 francs, 150 000 euros. Donc, 1 million de francs, c'était un rêve d'une vie. Et là, je me retrouve où on parle. En 4 ans, j'ai 4 milliards. Je vaux 4 milliards tout seul. Et l'entreprise que j'ai développée, parce qu'en gros, à ce moment-là, c'est moi qui dirige l'entreprise. Voilà. Et c'est moi qui ai développé tous les e-commerce, c'est moi qui ai fait le développement international à 80%. Bon, donc, est-ce que j'ai la grosse tête? Eh oui. Et ça se matérialise comment? Ouais, je suis hyper arrogant. Je me dis, voilà, je suis arrogant. Et en plus, l'arrogance marche très bien à ce moment-là. C'est comme aujourd'hui, vous voyez sur Insta, il y en a, ils font des millions de vues, ils sont hyper arrogants et parce qu'ils ont tout vu, qu'ils ont tout fait. Mais moi, à ce moment-là, je pense aussi que j'ai tout vu, que j'ai tout fait, que je suis inarrêtable. Il n'y a rien qui va m'arrêter à ce moment-là. C'est pas possible. En fait, tout le monde, quand tu vois que les journalistes viennent te voir, que derrière, tu passes dans la presse, quand tu vois à ce moment-là que tu peux gagner des contrats à $1 million en 2 heures. Un jour, je fais un bluff et encore, c'est pas du bluff parce que ça a marché. Mais un jour, il y a un client, j'arrive chez un client, il voulait, c'était sur le domaine automobile, je suis en face du board avec mon associé et pour le coup, le client, encore mieux pour Tiffany. On va prendre l'exemple de Tiffany. Comment j'ai le contrat? C'est dingue. On a des exclus, j'adore. J'ai en face de moi le board de Tiffany. Okay. Monde. Donc là, j'arrive chez Tiffany avec mon associé pour pitcher le client. Pour Tiffany, pour faire un site web, pour faire un site e-commerce. Et en gros, on fait le pitch, le rendez-vous se passe plutôt bien, et au bout d'1 heure, ils me disent, oui, mais ça coûte combien? Et je leur dis, ça va vous coûter à peu près 1 million, 1,5 million. Ils disent, mais c'est énorme pour un site web. Je leur dis, ben, vous savez quoi? Si vous voulez, si vous êtes joueur, moi je suis joueur. Ce qu'on fait, c'est que là, il est peut-être 11h, 11h30. La valorisation du groupe Tiffany est à X. C'est-à-dire peut-être, je sais pas, moi, peut-être qu'elle vaut 2 milliards, 3 milliards, je sais pas combien ça vaut à ce moment-là. Je leur dis, parce qu'évidemment, j'avais regardé le cours avant, j'étais tout le temps fixé sur les cours boursiers à ce moment-là, je sortais de la finance. Donc je leur dis, au cours des 18 derniers mois, vous avez pris combien en croissance? 7%, 8%? Là, ce que vous faites, c'est que vous appelez tout de suite votre agence presse, de relations presse, et vous leur dites, Tiffany est en train de discuter avec Oven Digital pour développer son nouveau site web, va faire le premier site e-commerce dans le monde, dans le domaine de la joaillerie et du luxe. Voilà. Et je leur écris, je leur dis, voilà, vous passez ça. Et je vous promets qu'avant 16 heures, votre cours de bourse a dépassé les 7%. C'est une certitude. S'il a dépassé les 7%, on signe. Et on reste ensemble. Et s'il n'a pas dépassé les 7%, on s'en va. Et c'est terminé, vous ne me voyez plus. T'étais sûr de toi à ce moment-là? À ce moment-là, je vois. C'est un peu bluff. Non, j'étais sûr à ce moment-là. Je voyais parfois des sociétés qui faisaient leur IPO, donc leur introduction en bourse, dans la journée, elles prenaient 300%. Ah ouais. Donc, mais par contre, c'était les sociétés de l'Internet à ce moment-là. Donc, je m'étais dit, au pire, je perds quoi? Donc, je leur dis, mon site, il est gratuit. Mon site, à $1,5 million, il est gratuit. Parce que vous allez gagner tellement plus déjà sur votre cours de bourse juste en faisant une annonce. C'est sûr qu'au niveau de l'annonce, déjà le 1%, c'est sûr que vous allez sans problème. Donc 1%, vous faites le calcul en termes de valorisation, c'est largement rentabilisé. Mais je vous dis pas 1, je vous dis les 7%. Et je vous paye le déjeuner. On va déjeuner et on fait rien entre temps, juste on parle et juste je vous explique le futur, ce que moi je vois du futur, la partie internet, la téléphonie et ça, je vous explique. Voilà. Et derrière, on échange et on verra cet après-midi et on reste ensemble.
Ah, on a des rendez-vous et tout. Ok, si vous voulez, faites des rendez-vous. Mais moi, je vous dis qu'on se revoit vers 16-17 heures. À la fin de la journée, le marché s'arrête à 17 heures, on se revoit à 17 heures. Et entre-temps, je suis avec vous, avec vos équipes. À 17 heures, le cours de bourse avait dépassé les 7%, je crois 8%. Et entre-temps, moi, j'ai fait le bon de commande. Ils ont signé le bon de commande. Et voilà comment j'ai eu Tiffany. Incroyable. C'était du bluff, mais c'est pas tout à fait du bluff parce qu'au final, je savais que ça prendrait. Mais c'est aussi la preuve que tout ça était quand même survalorisé. Donc la crise qui a eu lieu plus tard était aussi justifiée. C'est pas normal qu'avec un communiqué de presse derrière une société qui vendait vraiment de la joaillerie depuis tant d'années prenne 7% en 18 mois et là prenne 7% en une demi-journée. Évidemment, c'était survalorisé. Le marché a eu raison de se casser la figure. Les investisseurs ont eu raison. Ils ont eu tort en disant qu'Internet, il y aurait jamais, ça ne marcherait pas, que les e-commerce ne marcheraient pas. Donc le marché a eu tort là-dessus. Et moi, j'avais raison. Par contre, là où eux avaient raison, moi, j'étais beaucoup trop jeune à ce moment-là, et je pensais que c'était l'avenir, que tout ça c'était l'avenir. Donc oui, c'était l'avenir. Mais derrière, ce qui était faux, c'est que les sociétés, même si elles gagnaient pas d'argent, elles cartonnaient, elles explosaient, et au final, il y a beaucoup de business qui étaient fake. Et moi, ce que j'ai fait là, pour le coup, c'était pas du bluff parce que j'étais sûr de moi. Et ça a marché. Mais par contre, ça s'est su, évidemment, après. Après, évidemment, je suis rentré au bureau, pour tout le monde, j'étais un dieu. Tout le monde a dit, ouais, JC, vous avez vu ce qu'il a fait parce qu'on était 3 ou 4. J'avais aussi le head of design et tout ça. Mais juste, j'ai joué sur quelque chose que je savais. J'ai fait de la finance, je connaissais le digital. Je savais à quel point le fait de faire un communiqué de presse, c'est comme si demain, il y a, je sais pas moi, et ça marche encore là. Je peux vous dire, si demain, il y a n'importe quelle société demain, allez, je sais pas moi, LVMH, qui dit, qui fait un communiqué de presse pour dire que demain, tout l'empire LVMH va passer full IA générative, et ci, et ça, etc. Ils prennent au moins 2% dans la journée, hein, même si on n'est pas en 99, hein, ça c'est sûr. Voilà, parce que derrière, les marchés valorisent le futur. Et les marchés, en valorisant le futur, valorisent aussi les résultats futurs et le positionnement des entreprises futures. Évidemment, une entreprise qui va parler de sujets passés aura beaucoup moins d'importance qu'une société qui parle du futur et qui se positionne déjà sur le futur. Donc, c'est pas anormal. C'est juste que là, évidemment, c'était un peu too much à ce moment-là, mais c'est pas anormal. Donc, effectivement, j'ai fait cet exercice-là, on va dire ce bluff, mais c'était pas un bluff, mais en tout cas, j'ai fait ça et effectivement, ça a marché. Et du coup, ça nous a positionné ensuite comme l'agence numéro 1 dans le luxe, l'agence numéro 1 sur la partie e-banking. Et donc, automatiquement, la boîte a été survalorisée aussi. 10 milliards, on faisait que 50 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'est 20 fois, plus de 20 fois le chiffre d'affaires. C'est beaucoup trop. Ça ne le valait pas. Mais moi, dans ma tête, pour revenir à ton point, évidemment, j'y crois. Évidemment, je pense que je suis le roi du monde, que je suis un dieu à mon âge. Je me dis, mais attends, il n'y avait pas toutes les réussites d'aujourd'hui. Ah, c'est comme aujourd'hui, si tu, je sais pas, moi, à l'époque, valoir 4 milliards, c'est comme aujourd'hui, si tu vas aller, je sais pas, moi, à 50 milliards. Ouais, je sais pas, c'est dingue, en fait. Et donc, c'est normal que d'ailleurs, tu te crois au-dessus des autres. Mais c'est la seule fois de ma vie. Et après, par contre, j'en suis revenu. Mais tu étais invité dans des soirées avec des grandes stars américaines. Ah ouais, à ce moment-là, les start-upers qui réussissaient étaient des stars. Voilà, c'est là, à ce moment-là où il y a des stars. En plus, t'es à New York, donc automatiquement, tu te retrouves dans un milieu de stars parce que tu as de l'argent, parce que derrière, on parle de toi dans la presse. Bon, c'est-à-dire, au plus t'es visible, au plus les gens pensent que t'es une star, hein, alors qu'au final, voilà, tout ça, c'est quand même beaucoup d'artificiel, hein, voilà. Mais ça, à ce moment-là, je le crois pas. Je pense que c'est vrai. Ce que je vois à ce moment-là, je le pense vrai. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux où les gens pensent que ce qu'ils voient est vrai. Alors qu'au final, ce qu'ils voient, c'est uniquement l'environnement dans lequel tu veux entrer et c'est la visibilité que chacun veut montrer. Au final, je pense qu'il y en a qui donnent une image qui est pas la leur, mais c'est ce qui est montré à voir. Et à ce moment-là, moi, je crois ce que je vois. Et juste après, l'introduction en bourse ne se fait pas. Et du coup, la valorisation de 10 milliards plonge. On dit qu'on décale à septembre. En septembre, ça décale, ça annule. Et du coup, il y aura jamais d'introduction en bourse. Donc, mes 4 milliards virtuels ne valent potentiellement plus rien. Parce que, en fait, le prix, c'est intéressant, en fait, mais tu ne vaux que ce que quelqu'un est prêt à t'acheter.
Demain, un ordinateur, ou un téléphone, n'importe quoi, des chaussures, elles ne valent que le prix, ou même un joueur de foot. Je prends souvent cet exemple. Est-ce que 80 millions d'euros, un joueur de foot, c'est cher? Ben, je sais pas si c'est cher. Si derrière, le club le rentabilise et fait 150 millions d'euros sur ce joueur, est-ce que c'est cher? Non, c'est pas cher. C'est plus cher un joueur qui a acheté 1 million d'euros et qui joue pas, et qui jouera jamais, qui a un mauvais investissement, plutôt qu'un joueur qui a acheté 80 millions d'euros et qui, au final, est rentable à 120 millions. Donc, qu'est-ce qui est cher ou pas? Là, de la même manière, est-ce que la boîte, à ce moment-là, 1 milliard, 10 milliards, c'était beaucoup? Oui, c'était beaucoup. C'était survalorisé, mais d'un autre côté, c'est ce que le marché donnait à ce moment-là. Par contre, 6 mois plus tard, le marché ne donnait rien. Et il n'y avait plus d'acheteurs. Et plus personne n'était prêt à acheter. Il y a eu un épisode avec Bernard Arnault qui était prêt à valoriser l'entreprise à 300 millions, mais comme... Attends. Il y a eu un épisode avec Bernard Arnault? Il y a un épisode avec Bernard Arnault où, en fait, en septembre, le deal ne se fait pas d'introduction en bourse. Du coup, comme le deal ne se fait pas, moi, je vais chercher d'autres investisseurs. On travaille dans le luxe. Je fais le rapport avec Bernard Arnault. Je suis français, il est français. Bernard Arnault venait de lever un fonds d'investissement Repat Web qui avait investi, du moins qui était prêt à investir, je crois, entre 500 millions et 1 milliard sur des valeurs Internet. Je me dis, nous, on sait faire du digital, on sait faire du luxe. Donc, j'arrive par réseau à rencontrer ceux qui ont dirigé ce fonds et à rencontrer Bernard Arnault. On fait le deal avec, on fait le meeting avec Bernard Arnault. Évidemment, il nous valorise 300 millions et plus 10 milliards, mais bon, on est 6 mois après et sa valorisation, elle est plus proche de la réalité que les 10 milliards. Donc, il valorise correctement. Mon associé de l'époque pense que la valorisation est trop basse. C'est sûr qu'entre 10 milliards et 300 millions, il y a un fossé. Mais Bernard Arnault est plus proche de la réalité que nous. Mon associé trouve que le fossé est trop grand, ses conseillers aussi, donc il décide de pas faire le deal. Pas de deal, moi je m'en vais. Je prends un petit peu d'argent pour créer ma boîte d'après. Et du coup, je pars. Et donc, mes 4 milliards ne valent pas beaucoup plus qu'un million d'euros à ce moment-là. Donc, je pars avec ce que je peux prendre, même un peu moins, mais je pars. Évidemment, tout l'argent que je prends, je le réinvestis sur mon projet d'après. Projet d'après, c'est une plateforme de trading dans l'énergie entre les États-Unis et le Moyen-Orient. En quelle année? Là, on est en 2001. On est en fin 2000. La vérité, on est plutôt en fin 2000. Et là, du coup, septembre 2001, on se retrouve. On doit faire l'une des plus grosses levées de fonds en bourse. Et au final, il se trouve qu'on est normalement le jour du closing, c'est le 18 septembre 2001. Une semaine après les attentats du 11 septembre. Et malheureusement, je me retrouve avec un seul. Donc, j'avais prévu une inauguration, place Vendôme, au Ritz, etc. C'était un superbe événement. Il y avait la presse qui était conviée et tout. Et je me retrouve avec un seul investisseur qui vient et qui me dit toutes mes condoléances. Et c'est-à-dire qu'en gros, tous les investisseurs ne suivent pas, évidemment. De toutes les manières, souvent sur les levées de fonds, ça arrive où tout le monde vient s'il y en a un qui vient. Et c'est très vite l'effet domino. Ça m'est arrivé plus tard sur 2 ou 3 startups dans lesquelles j'ai investi. Il suffit qu'il y ait un investisseur significatif qui dise je plonge pas pour que les autres ne plongent pas. Et là, en l'occurrence, il se trouve que c'est pas un, mais c'est en tout, j'avais 9 investisseurs. Sur 9, il y en a 9 qui ont dit qu'ils plongeaient pas. Mais c'est vrai que le premier, le deuxième, on dit on n'y va pas. Et une semaine après les attentats, c'est sûr qu'il n'y a rien qui fonctionne, quoi. Et du coup, 45 jours après, la boîte fait faillite. Et là, faillite de la boîte, c'est terminé. T'avais pris des crédits dans les boîtes, moi, j'avais des crédits. D'ailleurs, et puis surtout, ce qui se passe aussi, c'est que lorsque tu vas faire une levée de fonds, la levée de fonds, elle dure toujours plus longtemps que ce que tu prévois. Et toi, tu t'engages sur des objectifs, sur ton business plan. Et le problème, c'est que le business plan, il faut que tu le délivres, ton business plan. Mais souvent, ça veut dire que tu jettes toutes tes forces dans la bataille en espérant que la levée se profile et que la levée se fasse. Mais si la levée ne se fait pas et que tu as dépensé tout l'argent que tu avais avant pour suivre ton business plan parce que tu ne peux pas le rater, parce qu'en plus dans le business plan que tu donnes souvent, si tu le réussis, tu es relué, donc tu remontes au capital, mais si tu ne réussis pas, tu es dilué. Et parfois, tu peux tellement être dilué que d'ailleurs, tu peux perdre ta majorité, tu peux perdre une grosse partie, voire toutes tes parts, si tu ne réussis pas tes objectifs. Et moi, il se trouve qu'à ce moment-là, je me dis, les objectifs, il faut que je les ai. Il faut que je les suive. Et en plus, c'est le seul moyen aussi de montrer aux investisseurs que je suis dans mes clous. Mais donc, je dépense tout ce que j'ai. Donc, j'ouvre des bureaux partout. J'ouvre des bureaux en Tunisie, au Maroc, en Égypte, dans les Émirats. J'ouvre des bureaux partout. Aux États-Unis, partout, j'ouvre des bureaux.
Mais donc mon cash burning est énorme. Et du coup, lorsqu'on me dit que j'ai pas de fonds, je suis short en cash. Donc j'ai plus de cash. Donc je tiens juste pour payer les salaires du mois de septembre, mais je peux pas payer les salaires d'octobre. Donc là, c'est faillite. Donc là, c'est faillite. Tu te retrouves avec zéro. Avec zéro, en plus moi, le peu d'argent que j'ai, je l'utilise pour payer les salaires, en me disant, je préfère c'est d'abord mes équipes et moi derrière. Et du coup, je paye les derniers salaires que je peux payer avec l'argent qui est le mien. Puis derrière, l'histoire, elle est terminée en fait. Et là, SDF? Et là, j'ai plus d'argent. Si t'as plus d'argent, tu peux pas payer de loyer. Le peu de choses que j'avais, on me le prend, on me saisit ce que j'ai. Donc du coup, je me retrouve à la rue. Et là, je me retrouve SDF. Donc après, façon de faire, on va pas dire que j'ai dormi dehors, dans la rue et tout ça, parce que j'avais des copains, je connaissais des gens, donc je me débrouillais pour avoir un toit. Mais la réalité, c'est que je suis sans domicile fixe. Je n'ai pas de lieu à moi, j'ai pas d'appartement à moi, j'ai pas de maison à moi. Donc je vais chez les uns, chez les autres, mais je n'ai plus rien à moi. À cette époque, j'ai mon téléphone. Voilà, et encore, je me fais payer, je me débrouille pour payer l'abonnement, mais en fait, je n'ai plus rien à ce moment-là, je n'ai plus d'adresse. Et ça, à 25 ans. À 25 ans. Sachant que un an avant, à 24 ans, tu valais 4 milliards. Je valais 4 milliards, et là, je vaux zéro. Même moins que zéro, parce que j'ai des dettes. Non mais les gars, c'est vraiment fou comme histoire. En tout cas, on va s'arrêter là parce que tu as un rendez-vous juste après. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de t'entendre raconter cette histoire. C'est la deuxième fois que je l'entends. C'est vraiment fou. J'espère que vous avez aussi apprécié cet épisode. Et n'hésitez pas à nous dire si vous voulez un épisode 2 où JC nous explique la suite de l'histoire parce que voilà, des succès, il en a eu plein, des échecs aussi. Et ça te fera un plaisir de les raconter. Avec plaisir. Super. Écoute, moi j'avais juste une petite question avant de terminer, JC. Je demande ça à chaque invité. Est-ce que tu aurais 5 invités à conseiller, que ce soit dans ton entourage, des gens que tu connais, que tu penses potentiellement être intéressants pour les gens qui nous suivent, les inspirer, les motiver à travers leur parcours, ça peut être dans n'importe quel domaine. Que je connaisse ou pas? Ouais, exact. Alors le premier, quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est Philippe Croizon. Ok. Philippe Croizon, c'est la personne qui a traversé la Manche sans avoir les membres inférieurs et supérieurs. Donc j'admire beaucoup ce qu'il a fait. Et donc, si j'avais moi-même eu à inviter quelqu'un en premier, c'est lui que j'aurais invité. Un deuxième invité, je dirais pourquoi pas, j'aime bien aussi beaucoup Laurent Alexandre. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'intelligence artificielle et pas depuis 6 mois, 1 an où on en parle beaucoup, mais qui écrit depuis peut-être 10 ans sur l'intelligence artificielle. Voilà, et j'aime beaucoup. Ensuite, j'aime bien aussi un autre entrepreneur qui réussit là où beaucoup ont échoué, c'est sur les startup studios. C'est quelqu'un qui s'appelle Thibaut Alzière, que je connais aussi par ailleurs. Et lui, je trouve qu'il est super successful, super mindset et qui réussit hyper bien. Après, d'autres, je sais que lors d'un de tes derniers podcasts, il y avait un champion de MMA, donc j'aime bien aussi les champions. Patrick Abirora, ouais. Exactement, hein, franchement, son parcours est canon. Mm-hmm. Donc j'aime bien aussi les sportifs, j'aime bien les personnages d'exception aussi. Est-ce que tu as une idée d'un sportif que tu te dis, ce serait bien qu'il vienne chez Amine poser des questions? On va cibler quelques champions sportifs. Je suis Marseillais, donc un petit Zinedine Zidane serait pas mal. Un vrai challenge là. Un vrai challenge. Ou sinon, moi je vise toujours très haut, donc un petit Cristiano aussi. Ça serait mon rêve. Un petit Cristiano. T'as un contact? J'ai pas son contact à lui, mais justement au niveau du mindset toujours. Ouais. Parce qu'un Cristiano, le gars à 40 ans ou un Zlatan, les gars ils ont des parcours de dingue, ils sont encore sportifs à 40 ans. Paolo Maldini aussi, des joueurs qui ont fait toute la carrière dans leur club aussi, qui ont réussi. Donc moi j'aime bien. Moi je suis à fond dans le foot. Tu l'auras compris aussi. Ouais. Donc j'aime bien les grands sportifs aussi qui se sont battus. Donc voilà, je pense qu'on est dans les 5. On est dans les 5. Écoute, un tout grand merci à toi, JC. J'ai juste envie de faire un petit clin d'œil à la caméra parce que comme vous avez pu remarquer, JC est habillé tout en noir. C'est quelqu'un qui s'habille tout le temps tout en noir. Et pour lui faire honneur, je me suis mis tout en noir. Et en vert pour Humanity. Ah, top. En tout cas, un tout grand merci, JC. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et on se voit pour le prochain épisode. Merci. Merci, Ami.